Bonjour à tous et merci d'être venus pour assister à la masterclass à la classe de maître, pardon. Oublions les anglicismes. À la classe de maître d'un grand cinéaste, d'un réalisateur dont on peut passer énormément de temps à revisiter l'œuvre, à revoir les films. Et c'est pourquoi on a choisi cette année à Angoulême de ne montrer qu'une partie, mais une partie cohérente, ces films consacrés à l'enfance, parce que c'est un de nos grands cinéastes de l'enfance. 6 films sont présentés pendant le festival, on aurait pu en mettre plus, mais 6 films sont présentés pendant le festival. On va d'ailleurs lui demander comment ils ont été choisis. Merci d'accueillir Monsieur Jacques Doyon. Je tiens à vous dire, enfin vous me connaissez pour beaucoup d'entre vous et on se retrouve généralement chaque année pour les classes de maître, que je suis particulièrement impressionné, même si on se connaît un tout petit peu, mais là il est temps de parler des films et ça me remet un peu à ma place et c'est pas plus mal. Jacques, bonjour. On a parlé déjà, vous avez évoqué le fait de la conservation de vos films pendant la cérémonie d'ouverture et le fait que certains... La non-conservation. Ou plutôt la non-conservation de vos films. Est-ce que vous êtes sensible au fait qu'un festival comme le Festival d'Angoulême remonte forcément pas l'intégralité de votre carrière, sinon il faudrait continuer jusqu'au mois de septembre, mais du moins ait choisi ces 6 films, et comment ces 6 films ont été choisis? Il y avait l'idée de Dominique de se dire sur l'enfance, c'est plus simple, c'est plus... ça roule. Et puis, je pense que les films ont été choisis par Dominique. Bonnet était une évidence pour lui, peut-être pour moi aussi. La drôlesse, j'ai insisté pour qu'il y ait La vie de famille, voilà, parce que La vie de famille me paraissait un des films que j'aimerais bien qu'il ne soit pas enterré complètement, définitivement, voilà. Quitte à en sauver quelques-uns, celui-ci fait partie des films à sauver. Oui, on s'est entendu comme autrefois, très bien, très vite. Parce que vous avez travaillé avec Dominique Besnéard sur un des films qui sont présentés, et je propose... Enfin, non, mais en tout cas, sur le premier, ça a été ses débuts tout court. Ouais. Vous l'avez fait travailler sur un des films présentés. Le premier, on va commencer, je pense qu'on va les explorer par ordre chronologique. Il est sorti en 1975, c'est un sac de billes, donc une adaptation du roman de Joseph Joffo, qui raconte donc l'histoire de 2 enfants juifs qui passent leur temps à essayer d'échapper aux Allemands et aux nazis pendant la guerre, en passant d'abord en zone libre, qui va redevenir une zone occupée, et puis pour finalement retrouver leurs parents. Comment s'est passé, comment avez-vous été amené à faire cette adaptation? Parce que c'est votre 3e film, et les 2 premiers ne laissaient pas présager que vous seriez l'adaptateur d'un roman, d'un film qui pouvait être populaire, d'autant qu'il est quand même produit, et là on peut maintenant, avec le recul, on peut vous penser quand même assez éloigné, non pas de Claude Berry, mais de Christian Fechner, qui était quand même le producteur des films des Charlots. Donc, est-ce que c'est pas aussi un peu symptomatique, j'ai l'impression qu'il y a 25 questions en même temps, mais est-ce que c'est pas un peu symptomatique aussi d'une époque où on pouvait très bien et produire les Charlots et produire Jacques Doyon? Oui, de Fechner, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Bon, bah, comme ça s'est fait. Bien. Donc, j'ai eu de rapport avec Claude Berry, et Claude Berry avait été largement influencé par Truffaut, qui avait vu le film précédent, les doigts dans la tête, et on avait dit le plus grand bien, on avait écrit le plus grand bien surtout. Surtout, les doigts dans la tête étaient sortis avec un certain succès, et le distributeur avait fait faillite. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, après les doigts dans la tête, sans un rond. Donc, où je reprenais métier de monteur, ou bien tout à coup m'arrivait cette proposition de film de commande. Cette proposition de film de commande était acceptable sous 2 réserves. Que je puisse adapter librement le roman, et la deuxième, que sur le choix des enfants et des comédiens en général, ou des non-comédiens, que j'ai une liberté totale. Berry a accepté, et donc je n'avais pas de raison de faire ce film qui était à la fois un film de commande et en même temps
qui me laissait une grande liberté, et avec les enfants, et avec les dialogues. D'où vient on peut dire, cet amour du travail avec les non-comédiens? Parce que là, enfin, il y a très peu de comédiens professionnels dans le film, il y en a quasiment oui, mais pas. il faut penser que c'est un amateur qui fait le film, là. Moi, j'avais fait un bricolage, mon premier film. Le deuxième ne coûtait rien, donc c'était un deuxième bricolage, avec le plaisir de travailler pour la première fois, moi qui n'avais jamais été sur un tournage, avec des adolescents. Et ça s'était passé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je m'étais aperçu que finalement, je pourrais peut-être continuer un peu si on m'avait laissé le loisir. La force du Cercle de Billets aujourd'hui pour moi, c'est d'avoir eu la chance, par ce film de commande, de commencer à travailler avec des enfants. Le travail avec ces deux garçons et la petite fille qui est inventée, qui n'est pas tout dans le roman, enfin, le travail avec les enfants était admirable. De là, comme metteur en scène stagiaire, en quelque sorte, sans bref metteur en scène, à vouloir travailler avec les deux stagiaires du film, Dominique Besnéard et l'autre stagiaire, il n'y a qu'un pas. Donc je pense qu'on a fait le film tous les trois. C'est-à-dire que les trois qui, en gros, n'avaient rien à voir avec l'industrie et savaient très peu de choses sur le cinéma. Et ça fonctionnait pas si mal, je crois. Ça fonctionnait très très bien. J'ai l'impression qu'il y a... Donc, je veux dire, on peut poursuivre, pardon, il n'y a pas d'autre question. Les enfants là étaient comme moi, ne savaient rien du cinéma, ou pas grand-chose. Donc, voilà, on était tous... Quand même, votre métier avant, c'était quand même monteur. Vous aviez quand même une notion de ce qui peut fonctionner ou pas quand on assemble deux plans. Oui, mais j'étais monteur très peu de temps sur les très mauvais films. Alors, l'avantage des très mauvais films, c'est que les plans ne raccordaient pas. Donc, j'ai fait de gros progrès au montage, ce qui m'a permis par la suite de pouvoir ne pas, quand l'argent manquait, quasiment tout le temps, ne pas avoir de script, parce que raccorder des plans, j'avais pas besoin de quelqu'un qui me tienne la main. Voilà. Dans le rôle du père, moi je l'ai redécouvert parce que j'avais déjà vu le film, et en le revoyant, j'ai redécouvert que c'était Joe Goldenberg, qui était un restaurateur célèbre de la rue des Rosiers à Paris. Enfin, entre autres, il avait plusieurs restaurants à Paris. Comment vous est venue l'idée de lui? Parce qu'il est formidable en plus dans le film. C'est une proposition de Berry qui m'a dit tu dois aller voir Joe Goldenberg, sachant que j'avais pas de goût pour des... Enfin, que j'avais un peu la trouille des acteurs, tout simplement. Ça vient aussi de là. Et plutôt trouver quelqu'un d'anonyme qui me paraissait plus costaud. C'est le plaisir de voir des films étrangers, de pays qu'on ne connaît pas très bien, et de se dire, ils sont formidables. Oui, ils sont tant plus formidables qu'on ne les a jamais vus. Mais est-ce que Tartampion, qu'on a vu 35 fois en France comme comédien, est-ce qu'il vous touche autant? Peut-être moins. Peut-être moins, voilà. Surtout, qui plus est, sur cette histoire. Est-ce que vous aviez l'impression de pouvoir travailler en totale liberté avec les enfants à l'époque? Oui. J'avais simplement un coup de téléphone tous les soirs de Claude Berry disant son insatisfaction. Après un moment, il m'a semblé que la seule solution, c'était de cesser, ce n'était pas les potes des portables, c'était de cesser de faire la grève du téléphone. Donc j'ai quitté l'hôtel, je suis allé me réfugier dans une maison qui était louée par les costumières, et là, j'étais peinard, je n'avais plus de... Parce que c'était à la fois, Berry pouvait être généreux et avait de la gentillesse de me confier ce film, mais en même temps, on est tellement peu satisfait de ce qu'on a fait. On est tellement dans des inquiétudes grandes de ne pas faire assez bien que se faire démonter la tête tous les soirs, c'est insupportable. Donc d'un producteur qu'il ait des réflexions, qu'il ait des interrogations sur certains plans, oui, formidable, mais il faut vraiment qu'il nous soutienne parce qu'on est quand même dans un état de fragilité, de fatigue et d'angoisse
qui est grand. Donc, me faire démonter la tête tous les soirs par Claude Berry, à un moment, je lui dis, je ne peux plus. Voilà. Donc, je ne te prends plus au téléphone, je ne veux plus t'avoir au téléphone, je ne te parlerai plus jamais jusqu'à la fin du film. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, comme un couillon, têtu. Et ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai tenu. Oui, et ça a continué d'ailleurs quand je lui ai montré un premier montage. Et c'est pas pour être mal de Claude Berry qui m'a permis de faire un film. Donc merci Claude. Mais en sortant du film, il m'a dit je voudrais montons dans la salle de montage et je vais te dire tout ce qui ne va pas. Si tu peux me le dire, tu peux me dire ce qui ne te convient pas, et puis je vais entendre ce que tu me dis, et puis parfois je serai peut-être en accord avec toi, et parfois je ne serai pas en accord, et quand je ne serai pas en accord avec toi, je n'ai aucune raison de te faire plaisir. À part de là, il a dit montons à la salle de montage. Donc, je le suis, et puis au moment d'entrée, je lui dis si tu. C'était un peu raide, un peu couillon, mais en même temps, je referais certainement la même chose. Je dis si tu franchis la porte, tu mets mise en scène de Claude Berry et tu retires mon nom et tu me donnes le peu d'argent que tu me dois encore et salut. Et non, pardon. Et donc, il a trouvé ça. Alors, après, il a eu une réflexion que j'ai entendue le lendemain. Il a appelé je ne sais qui, je ne me souviens plus, qui me l'a répété en disant « Doyon, c'est du béton ». Quel sens de la formule. D'une certaine manière, peut-être, mais c'est vrai que dans le travail, on a besoin d'être un peu soutenu. Yves Robert était, à l'inverse, un producteur qui doit être tout admirable. Alors là, j'en suis dit, peut-être qu'il exagère un peu, mais il vaut mieux ça quand même. Comment ça s'est passé le travail avec les enfants? C'est là vraiment où vous avez, je ne sais pas, développé, alors je ne sais pas si c'est une méthode, une patience, une envie, mais de travailler avec les enfants? J'en sais rien, j'avais aucune expérience quand j'ai fait le Loin dans la tête, et j'ai pris beaucoup de plaisir, n'ayant jamais travaillé avec un acteur, n'ayant jamais mis les pieds sur un tournage de film, n'ayant aucune expérience. Mais je ne crois pas beaucoup à l'expérience concernant le travail avec les acteurs. Donc j'avais pris beaucoup de plaisir, donc je me suis dit qu'avec les enfants, ça va être la même chose. Sous réserve qu'effectivement, les enfants soient choisis par vous, et que vous ayez foi en ces enfants. Si vous avez foi en ces enfants, alors, je ne sais pas si c'est une méthode, simplement, vous travaillez avec eux, vous leur demandez des choses, ils vous les donnent, et vous savez que ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas tout seul, et qu'il faudra pas mal de prises pour réussir à trouver un petit peu de vérité, de liberté dans la scène que vous travaillez. Voilà. Ça veut dire, et vous arrivez à trouver la liberté et la spontanéité malgré le nombre de prises? Grâce au nombre de prises. Grâce au nombre de prises? Parce que ce qu'on vous donne tout de suite, c'est souvent... fabriqué? Oui, enfin, c'est quelque chose de proposé sans grande réflexion et sans recherche. En fait, une scène, on ne sait jamais ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle cache, et donc il faut la débusquer. Les notes ne suffisent pas. Les notes, c'est très musical le cinéma. Enfin, le cinéma que je fais, et que d'autres font évidemment. Mais il faut que je boive. En fait. Sinon, c'est de la pâte. Alors, si c'est pas très intéressant, pâteux ou pas pâteux, ça ne change rien. Maintenant, je vais être très clair. Vous l'étiez avant. Oui, donc, la question était... La question était sur le nombre de prises et le fait de trouver cette spontanéité. Il n'y a pas de raison qu'en 3 prises, ça soit là. Alors, la plupart des comédiens géniaux et un peu paresseux veulent que ça se passe en une double prise parce que c'est moins fatigant que 15 ou 17. Bien sûr. Ça permet de ne pas chercher, de penser qu'il n'y a pas de recherche, enfin, que ça ne se trouve pas. Et en fait, il faut travailler beaucoup. Enfin, la phrase
de provocation de Picasso, je ne cherche pas, je trouve, oui, il travaille toutes les nuits, enfin c'est quelqu'un qui travaille 8 heures, 10 heures, il travaillait énormément, et c'est à partir de ce travail qu'on a une petite chance de trouver quelque chose. Donc je vois assez bien, moi, les films qui sont tournés en 3 prises, c'est-à-dire le 10e du cinéma français, et je vois bien que d'un film sur l'autre, les comédiens n'en font et n'en donnent pas plus, enfin ça... Ah oui, ça le répète. Alors là, se dire que ça va nous tomber tout cru, comme dirait ma mère, c'est quand même une blague. Donc c'est après 10, 12, 14, 16 prises que tout à coup, vous êtes dans une forêt épaisse, vous cherchez la clairière, vous ne savez pas très bien où elle est, et vous la cherchez, à force de la chercher, il y a une petite chance de la trouver. Mais il y a une évidence à chercher pour trouver. Si on ne cherche pas, on n'a aucune chance de trouver une espèce de vérité, de liberté, de grâce, de je ne sais quoi, appelez ça comme vous voulez, mais ça se cherche, ça se travaille, et tout le plaisir est là, parce que sinon on est dans l'exécution. Donc s'il y a seulement de l'exécution et pas de vie sur un tournage, si le tournage c'est juste ce qu'on a prévu, et il y a 894 plans, et on fait 3 prises de chaque fois, putain, qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder, et qu'est-ce qu'ils trouvent peu, surtout. Est-ce que les règles de travail avec les enfants étaient déjà les mêmes à l'époque, ou est-ce qu'il y avait plus de liberté parce que maintenant c'est quand même très réglementé, on n'a pas le droit de dépasser certaines heures, c'est vous qui imposez les règles. Sur Penette, la production souhaitait que l'enfant 4 ans, cesse de faire cette sieste. Je lui demandais tellement le matin que, faisant la sieste de toutes les manières, il n'était pas question d'interrompre la sieste. Donc, après le déjeuner, elle partait faire la sieste, et il n'était pas question non plus de la réveiller. Donc, j'ai demandé une longueur de tournage que j'ai jamais eu, 12 semaines, mais 12 semaines parce qu'on n'a pas travaillé 8 heures par jour. Voilà. Et si je voulais demander, après la sieste, encore de beaux efforts à cet enfant qui était prêt à me les donner, il fallait qu'elle ait dormi, il fallait qu'elle ait récupéré, il fallait qu'elle ait repris des forces. Donc c'est pas la DAS, c'est pas la protection de l'enfance qui me dit faites la sieste. Ils ne disent rien, ils réduisent. J'ai jamais, enfin, ça n'a jamais compté. Voilà. Il me semble que la protection de ces enfants, ça me regarde, et que je pense que je suis pas plus mal placé que c'est quoi, c'est la DAS, c'est la DAS. La DAS, oui, enfin. La DAS, bon, je suis pas plus si mal placé. Si quelqu'un connaît le terme exact, n'hésitez pas à nous le dire, mais bien. Enfin, je suis pas plus mal placé que ça. Enfin, je vois assez clair sur la fatigue des enfants. Donc sur Penette aussi, par exemple, de temps en temps, Mathias avait des coups de fatigue. Le lendemain, j'essayais de ne pas le faire tourner. Donc c'est une évidence. Enfin, il faut être crétin pour ne pas voir ça. Et on n'a pas besoin de règles supplémentaires. 4 ans plus tard, vous tournez La Drôlesse, d'après un fait divers, qui raconte l'histoire d'un enlèvement, mais un enlèvement qui n'est pas dramatique, puisqu'il donne lieu, une sorte, en tout cas dans votre film, à une histoire d'amour entre le kidnappeur et la kidnappée. Comment êtes-vous tombé sur ce fait divers? Est-ce que ce sont les producteurs, en l'occurrence là aussi Yves Robert et Daniel Delorme, qui vous l'ont proposé? C'est une idée à vous? C'est un fait divers récurrent, comme on dit, avec ce bien qualificatif depuis 10 ou 15 ans. Donc c'est vrai que c'est du côté des faits divers, c'est numéro 1 ou numéro 2. Enfin, cette histoire revient toujours, souvent plus dramatique au final, parce que l'enfant, il laisse souvent sa peau, et souvent il y a des mauvais traitements. Et là, il me semblait, dans le fait divers, ce qui m'intéressait, c'est que ça avait duré 5 à 6 mois, et que cet enfant avait largement la possibilité de fuir. Et l'enfant n'a pas fui. Ensuite, quand le procès est arrivé en fait divers, effectivement, il y a eu
a été dit le contraire de ce qui s'est certainement passé, à savoir, j'étais terrorisé 2 jours, 3 jours, 6 mois, par ce type-là, que j'ai aperçu dans sa prison, du côté de, je sais plus, c'était à La Rochelle-Voyeur. À l'évidence, il n'y a pas eu maltraitance. Et à l'évidence, il n'y avait pas eu une très bonne traitance, si j'ose dire, ni de l'un ni de l'autre, dans leur famille. Voilà. Donc, ce qu'on racontait, ce que l'enfant racontait, me paraissait loin de ce qu'elle avait vécu. À partir de là, démerde-toi. Enfin, écrit, étant donné que c'est plutôt intriguant, essayons d'écrire quelque chose qui soit tricoté du côté de ce qu'il y a eu, ce qui a existé certainement, voilà. Mais je ne sais pas très bien, et ça m'a très vite... enfin, l'idée de savoir si je croyais aux faits divers ou non m'intéressait peu. C'est de faire un film qui tienne un peu le coup, voilà. Mais là, il y a une enfant avant tout de Dominique Besnéard, puisque là, c'est lui qui cherche l'enfant avec une amie script et qui, pendant pas mal de semaines, 4-5 je pense, les deux font toutes les écoles de 3 départements, entre la Normandie et le début de la Bretagne, et trouvent cet enfant qui convient qui est absolument parfaitement. Génial. Ouais. Ouais. Est-ce que ça vous posait un challenge, le fait que le film est quasiment à huis clos, enfin il y a très peu de scènes en extérieur. Est-ce que ce challenge de mise en scène vous intéressait aussi dans le fait de vous attaquer à ce film? Non, mais j'ai jamais eu de soucis. On m'a beaucoup reproché le huis clos. Moi, j'ai toujours aimé le huis clos parce qu'il me semble que ce qui se passe, ce qui a lieu, ça se passe plus dans les cuisines et dans les salons, mais surtout dans la cuisine, que entre les boulevards et les... Donc, si on regarde toutes les histoires histoires criminelles, ça se passe à l'intérieur d'eux. Et les extérieurs, c'est plus compliqué aussi de raconter des histoires. Enfin, comment dire, il y a aussi, c'est une petite parenthèse là, mais qui est importante, c'est que en extérieur, quand vous faites pas le poids, quand vous n'avez pas l'argent, si vous ne pouvez pas bloquer les rues, enfin, vous faire une surface de jeu à l'abri des regards, vous êtes mort, parce que les acteurs n'arrivent pas à se concentrer. Donc moi, comme j'étais dans le bricolage les 2 tiers de mes films, autant je maîtrise relativement leur concentration à l'intérieur, autant à l'extérieur, je n'ai pas l'équipe pour avoir une surface de jeu tranquille, voilà. Alors, à l'intérieur, ça me... Mais en même temps, profondément, oui, moi-même, je suis souvent... j'ai du mal à sortir, donc En même temps, c'est quelque chose, on va faire un tout petit bond dans les films qui sont présentés, mais c'est quelque chose avec laquelle vous avez rusé, si je peux me permettre ce terme, dans la vie de famille, où vous faites un huis clos mobile dans une automobile, justement, dans un huis clos en plein air. Oui, je dirais, quand je pense au Petit Criminel, par exemple, en sautant encore, je m'étais demandé si je n'allais pas faire tout le film dans la voiture, dans une voiture qui ne bouge pas. C'était le point de départ. Je me suis vite rendu compte que ça tenait pas, que cette voiture devait un petit peu se déplacer, devait un peu bouger et qu'on pouvait en sortir éventuellement un petit peu. Voilà. Bon. Mais l'idée du huis clos à l'intérieur de la voiture m'intéressait bien. Voilà. Donc naturellement, le huis clos me va bien, parce que je crois que je maîtrise mieux, je me sens plus à l'aise, les acteurs sont plus concentrés, et je pense que la plupart des histoires passionnelles se passent à l'intérieur. De la cuisine, idéalement. S'il faudrait, on m'obligerait à faire des films en disant, voilà, vous avez une cuisine et vous ne devez pas avoir sur sa cuisine, bof, oui, je signe.
Et alors, à l'inverse, je me suis dit en revoyant les films que peut-être que la drôlesse était un road movie immobile. Je vous suis là. Suis-je allé trop loin? J'ai du mal à vous saisir, mais... Parce que voyage beaucoup, enfin, il fantasme beaucoup, il s'imagine beaucoup ailleurs, et en fait, du coup, ils voyagent ensemble. C'est un voyage en dehors du monde, c'est un voyage en dehors de la société, et c'est un voyage qu'ils font eux seuls dans cet espace clos, mais c'est un voyage. Oui, je vous suis de la... Après de road movie, c'est un peu paradoxal, mais vive le paradoxe. Vous avez travaillé sur ce film avec Philippe Rousselot, c'est un des grands noms avec qui vous avez travaillé, immense chef de la photographie. Quel rapport vous avez avec vos directeurs de la photo? J'en aime beaucoup, ce qui fait que l'idéal, c'est d'en changer souvent, pour pouvoir les approcher tous. Voilà, donc je suis une espèce de séducteur, de directeur de la photo, pour essayer de tourner avec Bruno Nutten, avec Pierre Lhomme, avec Lujanski, avec Karine Champetier, etc., etc. Donc j'ai fait 3-4 films de suite avec Lujanski, et très vite je me suis dit, il faut arrêter là, parce que là, il y a un excès de fidélité qui est abusif. Voilà. Donc j'ai continué après à aimer avoir des équipes que je ne... avec des opérateurs au son, beaucoup aussi. Là, je suis resté un peu plus fidèle longtemps avec un gars qui s'appelle Jean-Claude Lheureux, et puis son assistant, puis leurs assistants, etc. Mais, donc là, c'est la même famille toujours. Mais l'idée de la... Je n'ai pas connu la colonie de vacances, mais l'idée de tous les ans on se retrouve, tous les ans on va faire notre petit film ensemble, et l'équipe est là, et on est tellement amis, et on s'aime tellement, ça me va pas. Voilà. Ça ne va pas? Non, ça me va pas. De même que devant, faire 2 films avec un même acteur, mais pas facile. Voilà. J'ai fait 3 films avec Jane, j'ai fait 2 films avec Gérald, le petit criminel de Le Pain est venu. Mais à distance. Idéalement, changer d'équipe, changer de film, changer d'histoire, changer de dialogue, changer d'acteur. Oui, c'est plus excellent. Ça ne veut pas dire qu'en un film, on a fait le tour d'un acteur, évidemment non. Mais au bout de 3 films, on ne peut plus. Donc il vaut mieux tout de même changer. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait de ce que vous disiez, à savoir que vous aimez de toute évidence chercher, et que si vous avez déjà trouvé, à quoi bon, dans le film d'après, il y a moins de risques, il y a moins d'envie de chercher, moins d'envie. Oui, je sais que ça serait quand même assez peu modeste de penser, ce que je ne pense pas, de penser qu'en un film, on a fait le portrait de l'acteur. Donc non, au bout de 3 films, je ne suis pas certain que j'avais fait le tour du portrait de Jane, mais c'était impossible pour moi de faire un 4e film avec elle. Passons à La vie de famille, ce film que vous avez tenu à présenter dans ce programme, qui date de 1985. Alors là, pour le coup, c'est un road trip mobile, on est bien d'accord, avec Samy Frey dans le rôle d'Emmanuel, Mara Gaillet dans le rôle d'Élise, Juliette Goyer, pardon, Mara Goyer, j'arrive même pas à me relire, bravo, dans le rôle d'Élise, sa fille, et puis aussi Juliette Berthaud et Juliette Binoche. Juliette Binoche jouant la fille de Juliette Berthaud, qui est la nouvelle femme de cet homme. Cet homme qui, physiquement, alors je ne sais pas si moralement vous ressemble, mais physiquement vous ressemble. Et en plus... Il est beaucoup plus beau, beaucoup plus séducteur, il est beaucoup plus charmant. Si je peux me permettre, vous n'êtes pas mal non plus, mais bon, c'est une autre question. C'est assez drôle parce que à la sortie du film, comme il est question beaucoup de distance, mais un tout petit peu de séduction, mine de rien. Donc Samy s'amusait à chaque interview sérieusement à dire non mais là c'est le portrait d'un père aussi, mais enfin d'un père très très séducteur, même avec les enfants, à sa manière, pas à sa manière crapuleuse, mais à sa manière. Oui. Il disait ça c'est Jacques, hein, c'est pas moi. Je trouvais qu'il y allait un peu fort quand même, ce garçon. Alors,
Racontez-nous comment vous est venue l'envie de ce film et qui bascule un peu quand même sur la fin, le rapport. En plus, il y a l'inclusion quand même du cinéma. Enfin, donc il y a l'inclusion quand même du cinéma. Il y a un moment sur la fin où le dialogue se fait. J'espère ne pas dévoiler à des gens qui ne l'auraient pas encore vu. Je ne sais pas quand il est programmé. Je dois l'avouer. Il vient d'être programmé. Il est trop tard. Donc il est trop tard. Tout va bien. Donc là, il y a quand même l'inclusion de la caméra et le dialogue au travers d'une caméra à la fin. Et là, forcément, même un spectateur qui ne vous connaîtrait pas, qui ne saurait pas que vous avez vu même une fille, qui plus est, vous avez plusieurs filles, mais qui plus est une fille cinéaste, on pourrait faire, comme l'a fait, semble-t-il, Samy Frey, un rapport entre la fiction et la réalité. Oui, si ce n'est que c'était plus près des rapports entre Mara Cogniet et son père. Cette mise à distance, c'est une éducation que j'ai pas si bien connue que ça, alors que Mara, avec son père, c'était à la fois très fort, mais il y avait une distance qui était très installée. Et donc je me suis bien plus servi de Jean-François comme modèle, d'une certaine manière, dans son rapport avec sa fille, c'est assez peu un film autobiographique. Alors, je peux dire que parmi tous les dialogues de Samy Frey, il y en a un petit nombre que je pourrais reprendre et que j'ai peut-être, qui m'est arrivé d'utiliser. Je ne sais pas, je ne me rends pas mal compte. Mais c'était plus les rapports entre Mara et son père. Il me semble que j'ai visé et que j'ai, je n'ose pas dire copié, mais dont je me suis inspiré. Juliette Binoche, vous l'avez... Ah, c'était bien. Vous l'avez saisi à l'aube de sa carrière. Oui, mais c'est bien, parce que c'était bien tout de suite, parce que j'avais écrit un rôle de fille de 14-15 ans. Et elle s'est présentée, elle en avait 18-19, je ne sais pas, ou 18 ou 19. Et je lui dis tout de suite, je suis désolé, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, vous êtes trop vieille. Elle m'a dit, mais oui, j'ai combien, oui. Est-ce que ça vous ennuie que je passe un lycée tout de même Je dis, non, ça ne m'ennuie pas du tout, vous êtes venu, ça. Moins des choses, c'est que vous passez un essai. Il a passé l'essai était sublime, et donc je lui ai dit, vous faites le film, mais il faut que je réécrive une part du scénario avec Jean-François, parce que vous n'avez pas 15 ans, et il va falloir réécrire en fonction un tout petit peu de votre âge aussi. Comment vous écrivez? Pendant 10 ans avec un crayon noir, ensuite avec plutôt des feutres, et puis après avec un ordinateur. Mais vous êtes, parce qu'on parlait tout à l'heure, on avait une discussion tous les deux sur Billy Wilder et Francis Weber. Francis Weber est un staccanoviste de l'écriture, il s'oblige tous les matins à 8 heures à être devant pas sa machine à écrire, mais maintenant son ordinateur, pour écrire un minimum d'heures par jour. Est-ce que c'est votre rythme, est-ce que c'est votre tempo, ou vous écrivez quand l'inspiration vient Non, je dirais plutôt que je n'écris pas je suis incapable d'écrire un script avec ce que font la plupart des gens, et j'en suis pas capable. D'abord de se demander qu'est-ce qu'on fait, quel film on fait, quelle intention on a, et qui sont les personnages, où va le récit, où se termine le récit, comment, tout le bazar de construction. Je suis alors architecte de cinéma, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'écris des débuts de dialogue, donc c'est toujours des dialogues, ce ne sont que des dialogues, il n'y a aucune description autour, il n'y a rien que des dialogues. Alors, ces bouts de dialogue, je les commence, ça peut s'arrêter au bout de 2 pages, ou de 2 scènes, ou de 3 scènes, et ça peut aller, ça peut courir sur 50 scènes. Si ça court sur 50 scènes, on se dit, tiens, peut-être que je vais essayer de trouver l'argent pour en faire un film. C'est bon signe. Mais l'idée, c'est d'écrire sans savoir trop où je vais, et sans savoir parfois du tout où je vais. Et de se laisser, de commencer à décrire des personnages qui m'échappent, d'essayer de les saisir, d'écouter un peu aux portes, et de temps en temps d'être un scribe. C'est-à-dire que de temps en temps, vous entendez ces personnages, qui est un mot que je n'aime pas, mais je n'arrive pas à le remplacer, ces personnes
imaginaires qui commencent qui continuent de se parler. Alors là, je deviens un script et j'écris à toute vitesse ce que j'entends, en écoutant aux portes de ces deux-là ou ces trois-là, j'écris, puis après je peux reprendre la main et les amener vers. Alors, si ça se développe un peu habilement, il peut y avoir un début d'un machin qui s'appelle un scénario, d'une histoire, d'une anecdote, de je ne sais quoi. Mais c'est pas, dans mes films, il n'y a pas une armature de scénario solide, puis après on greffe un peu des dialogues dessus. Non, non, il y a des dialogues, et est-ce que ça raconte quelque chose ou pas sur ces personnes, vraisemblablement, un peu. Est-ce que le scénario est solide? Certainement pas. Mais alors ça peut paraître paradoxal, parce que vous disiez que voilà, vous passez un certain nombre de prises à chercher avec les acteurs, et je suppose que surtout avec les enfants, il doit y avoir quand même une part d'improvisation des dialogues. Or là, vous venez de nous dire, non, vous continuez, vous êtes alors, reprenons l'exemple de Francis Weber, pour lui, c'est le dialogue à la virgule près tel qu'il a écrit, qu'il veut entendre sur ses tournages. Vous, c'est la même chose? Vous laissez une possibilité aux acteurs d'improviser, ou comment ça se passe? Non, il y a 2-3 fragments d'improvisation sur quasi 30 films. Non, mais les acteurs, ils ont une chose, ils nourrissent à faire, s'ils le font bien, s'ils sont assez inventifs, et s'ils sont assez bien là où ils sont, dans ce film-là, c'est d'être de grands interprètes. Donc, revenons à la musique. Il y a des notes. Ces notes-là, tout le monde peut les jouer. Tous les très bons pianistes qui ont des doigts assez déliés peuvent les jouer. Ça peut être quasi cacaboudin, ou ça peut être tout à fait sublime. Donc, on s'est assez emmerdé, nous, dans notre coin, pendant 3 mois, 6 mois, à écrire ces dialogues. C'était ce qui nous convenait. C'est pas forcément brillant, je sais pas trop. Restons-en là, mais consacrez votre énergie, votre fantaisie à devenir de très bons interprètes. C'est ce qu'on attend de vous. Faire en sorte que le film est plus intéressant que le scénario. On aperçoit dans le film, j'aimerais juste qu'on mentionne son nom parce que hélas on l'a un tout petit peu oublié, et c'était un jeune acteur que j'aimais énormément, que j'avais eu le bonheur de connaître un peu. On entreaperçoit Simon de Labrosse dans le film. Vous pouvez nous dire quelques mots de Simon? Non, j'ai pas. Ça s'est passé tout à fait bien, mais je n'ai pas souvenir très très précis avec Simon. Ça s'est passé, il était d'une belle intelligence, mais comme on ne s'est jamais frotté, c'est une belle parenthèse, mais je n'arrive pas à le ressortir de ma mémoire. L'essentiel, c'était de l'évoquer, on pense, et de penser un peu à lui. En 1990, vous nous révélez, grâce au Petit Criminel, un talent brut qui est récompensé d'un fameux César du meilleur espoir. C'est Gérald Thomasin dans Le Petit Criminel, qui est absolument époustouflant, émouvant, troublant, face à un Richard Anconina qui a rarement été aussi bien au cinéma, qui est d'une justesse absolument incroyable et qui nous fait regretter qu'il ne soit pas devenu ce grand acteur dont on avait l'impression entre Ciao Pantin et votre film qu'il pouvait devenir à l'avenir, plutôt que la star de Star 80, pardon, d'émettre ce jugement. Comment est venue l'idée du Petit Criminel? Là encore, un fait divers? Des fragments de faits divers et l'envie de tourner avec un de ces garçons de cité, mais il y avait un fait divers américain, me semble, oui, ça me revient maintenant un peu, mais je l'ai oublié, où effectivement un jeune type braquait un flic. Ça m'avait été envoyé par qui, je ne sais plus, peu importe. J'avais lu ça et j'avais trouvé ça plutôt intéressant, puis je l'avais oublié. Et après, je me suis dit, tiens, ce garçon qui braque, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a autour, d'où il vient, où va-t-il, où pourra-t-il aller? Bon, donc là, le fait divers
le souvenir que j'avais du tout petit fait divers lu autrefois, c'était juste un garçon qui partait à un flic qu'il connaissait dans une voiture. Ça faisait une scène, mais ça me permettait donc de m'interroger sur pourquoi, comment et quelle était la suite de ça. Voilà. Et ce garçon, évidemment, c'est pas parmi les jeunes acteurs un peu doués de la génération qu'il fallait chercher. Il fallait obtenir une autorisation que j'ai obtenue grâce à une femme d'actrice en allant au ministère de la Justice, place Vendôme. J'ai demandé une autorisation qui, a priori, qu'on ne devait pas me donner. Puis je tombe sur une femme qui me dit « Ah, votre mari vous aime beaucoup. » Alors je dis ben, « Si ça peut m'aider à obtenir une autorisation de visiter tous les foyers de la DAS en région parisienne, ça serait formidable. Mais qui est votre mari ?»« Monsieur Galabru. » Je suis tombé sur la femme de Galabru, et grâce à Michel Galabru et donc à sa femme, j'ai pu obtenir l'autorisation d'entrer dans les foyers de la DAS, et de foyer en foyer. J'ai vu ce garçon, mais en un premier temps, ce garçon avait déjà été vu, mais il est venu avec un copain, et lui n'avait pas du tout l'intention de jouer. Il se sentait bien trop timide, enfin, aucun désir de faire l'acteur, ça lui échappait totalement. Et lui m'intéressait, et son pote un peu moins. C'est un peu une histoire récurrente de l'histoire du cinéma, ça, le fameux gamin qui vient avec ce copain, qui ne veut pas du tout faire l'acteur. C'est l'histoire de Sandrine Bonner. Oui, oui. C'est peut-être pas l'histoire de Jean-Pierre Léo, mais je n'imagine pas ne vouloir pas trop. Non, c'est clair. Et le compliqué, c'était qu'effectivement, il y avait 2-3 garçons tout à fait doués dont parlait la production, qui ne posaient pas de problème, qui étaient... Mais oui, mais enfin, ils venaient de la petite bourgeoisie, enfin, ils ne pouvaient pas faire ce que les garçons faisaient. Alors la complication, c'était de le faire jouer, parce qu'en un premier temps, il n'avait pas à parler, puis il n'avait pas à sortir de la chaise sur laquelle il était assis. Donc il a fallu des mois, tout doucement, mais je me suis dit que si, après ces mois où on allait se renifler tout doucement et où on allait s'estimer, à ce moment-là, s'il revenait à lui en quelque sorte, si comme acteur il revenait à ce qu'il était, c'était formidable. Et on s'est vu, il est venu chez moi, on est parti avec mes filles en vacances au Pays de Galles. Après 6 mois, voilà, il me semblait que devant une caméra, il commençait à revenir à lui, il était lui. Donc, le film a pu se faire. Il y avait sur le DVD du Petit Criminel, il y avait les essais qu'on pouvais découvrir de Gérald Thomasin, qui commence de façon assez étonnante, où le directeur de casting lui dit est-ce que tu vois un truc que tu pourrais piquer dans cette pièce? Il dit oui, la caméra. C'est quand même insensé, ça. Et le directeur de casting lui dit tu ferais quoi? Il dit je filmerais ma petite sœur avec. C'est marrant ce truc d'instinct, et à la fois d'être et puis d'être émouvant, enfin de dire je filmerais ma petite sœur avec, quoi. C'était quand même super joli. C'est ce qui vous avait touché sur lui quand c'est un garçon très, très attachant, d'autant plus attachant que c'est pas le cinéma qui l'a perverti en quelque sorte. Enfin, c'est absurde ce que je dis là, mais il n'a jamais voulu faire carrière. Donc il a après fait quelques films avec d'autres metteurs en scène, peut-être des films intéressants que je n'ai pas vus d'ailleurs, parce que je ne vois pas beaucoup les films, mais le cinéma, la famille du cinéma, tout ça, quand je lui ai dit il faut que tu ailles au César, parce que je pense avoir le César du meilleur, il ne voulait pas y aller. Donc il a fallu que je délègue une de mes filles pour qu'il accepte d'y aller. Il m'a dit mais tu n'y vas pas toi? Je dis non, j'aime pas beaucoup ça. Mais pourquoi j'aimerais ça? Donc effectivement, il y est allé, il a reçu le César. Alors ce qui était un peu amusant, c'est que je lui ai dit, si jamais, parce que moi j'avais 2 nominations, comme je sais pas quoi, meilleur film aussi, meilleur film, oui. J'avais des nominations. Donc je lui ai dit, si jamais, ce que je ne crois pas, alors sur toi tu ne crains rien, mais si jamais, par extraordinaire, je ramassais quelque chose, comme je ne suis pas là, c'est à toi de monter sur scène, hein, tu n'as pas le choix. Il m'a dit, monter sur scène, oui. Pour toi, plus facilement que pour moi. Bon, très bien. Le soir, très logiquement, enfin, il a ce que je pensais,
le César. Moi, je n'ai rien. Tout était dans l'ordre des choses, tout allait bien. Je le vois le soir en vitesse 3 minutes, je le vois au Fouquet's, là, et puis après, on décide de se voir le lendemain matin à son foyer avec ses potes, avec ses. Et là, bien entendu, il me tend ce César en me disant si tu avais eu le César, si tu me demandais de le chercher et de le garder, je te connais. Donc, moi j'ai eu le César, donc tu prends mon César, il t'appartient, il n'est pas à moi. Donc il m'a fallu 1h30 pour ne pas partir avec son César. Depuis, connaissant Gérald, il l'a oublié, il l'a vendu, il a plus de César. Enfin, César est parti de la nature. Mais il était vraiment très sympathique. Et aujourd'hui, alors je l'ai, 20 ans plus tard, on a fait un deuxième film ensemble, qui s'appelle Le Premier Venu, qui n'a pas eu de succès du tout, il n'était pas fait pour avoir du succès. Mais, et là, il hésitait à... Alors, il avait envie de le faire par amitié pour moi, évidemment, parce que l'amitié est forte avec lui. Et en même temps, il dit, oui, mais tu vas me demander tellement d'efforts, on va faire tellement de prises, tu vas jamais me lâcher. Donc là, j'ai toutes les raisons de ne pas faire le film. Et finalement, il l'a fait, voilà. Et il était assez content de faire le film. J'évoquais le fait que Gérald Thomassin est face à Gérard Anconina. Il y a eu Samy Frey, Richard Anconina. Il y a de plus en plus d'acteurs, de ces acteurs professionnels avec qui vous ne tourniez pas au début. Et on a presque l'impression, il y a eu une période où on avait presque l'impression qu'il fallait faire un doyon, comme il fallait faire quand on était un acteur dans le métier, et qu'on avait un peu besoin de votre nom dans son CV pour être un acteur sérieux. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça? Non, ça n'a pas duré, c'était assez... Oh, quand même, les années 90 ont été... D'abord, vous avez fait beaucoup de films, et... Soyons clairs, j'ai proposé 3 films à Johnny, elle les a refusés. J'ai proposé 2 films à Dana, elle les a refusés. J'ai proposé, si je fais la liste des acteurs qui ont refusé mes films, je veux dire, il y a tous cinéma français. Donc, il y en a très peu qui ont eu envie de tourner avec moi, soyons clairs. De loin, se dire, tiens, ce serait pas mal de près... Moins. Jamais. D'accord. Presque plus. Du tout. Voilà. Sur ce film, qui est produit par Alain Sard, et qui a quand même eu le prix Louis Deluc, parce que bon, les Césars, non, mais le prix Louis Deluc. Alors la question est assez simple. Vous semblez, en tout cas les Césars, ça ne semble pas vous intéresser, mais les prix en général, vous y êtes sensible, pas sensible, peu importe? Non, il y a une obscénité à choisir un film contre un autre, à penser que ce film est meilleur qu'un autre. Moi d'ailleurs, je n'ai jamais pu faire partie d'un jury, parce que... Et puis je sais très bien que, mine de rien, je suis un vieux social-démocrate, mais président de jury, je n'écoute plus personne, donc il ne faut même pas que je fasse partie d'un jury. Voilà. Et surtout le choix de... Voilà, il y a 12 films qui n'ont rien à voir, qui sont dans des courants et des couleurs différentes, et décider que cette couleur-là, que le mauve, c'est quand même un peu plus joli que le bleu outre-mer, c'est vraiment obscène. Sur ce film, vous avez donc, que je disais, produit par Alain Sard, vous avez travaillé avec Philippe Sard, son frère, le compositeur, et vous avez travaillé à plusieurs reprises avec lui. C'est vraiment une fierté, parce que moi qui suis une infidélité formidable avec les acteurs, seulement les acteurs, je suis une fidélité absolue avec Philippe Sard. C'est mon alibi. Donc depuis le sac de billes, 75, quand il y a de la musique dans mes films, il n'y en a pas toujours, et quand la musique n'est pas de Schumann ou de Debussy ou c'est ça, c'est Philippe Sard. Donc sur l'amitié, c'est une amitié absolument formidable avec Philippe Sard, et donc effectivement, ça m'arrange bien de pouvoir dire que voilà, sur moi, on peut. Quel est justement votre rapport en tant que cinéaste, votre rapport à la musique, et puis en tant que cinéaste et en tant qu'ancien monteur, comme votre rapport à la musique? Est-ce que la musique pour vous c'est une façon de souligner, c'est une béquille, qu'est-ce que la musique pour vous dans un film? Idéalement, sans musique, ça devrait se faire le cinéma, on n'en a pas besoin. Alors, quand je dirais un film sur 3 ou un film sur 2, je vais voir Philippe pour lui dire, pour lui montrer le film, c'est est-ce que tu penses,
la réponse des musiciens, il ne va pas me dire non. Est-ce que tu penses qu'un petit peu de musique, mais très peu de musique sur ce film-là, ferait du bien au film? Mais en fait, il a fait d'assez belles choses pour Sautet, pour dessiner pour d'autres, mais je l'aimais surtout comme compositeur de Bresson, si vous voulez, quasiment pas de musique. Donc quand je le vois, c'est avec cette chose assez peu agréable à lui dire. Tu sais bien que je veux quasiment pas de musique. Pas de musique. Voilà. C'est tout le paradoxe. Dis-moi si quasiment pas de musique conviendrait au film. Et bien entendu, voilà. Passons à Paulette. En 1996, vous nous proposez ce film, l'histoire de cette petite fille de 4 ans qui vit le deuil de sa maman. Mais je vous arrête tout de suite. Arrêtez-moi. Elle ne vit pas le deuil parce que pour vivre le deuil, il faut avoir conscience de la mort. Et donc pour moi, c'était comme un polar avec une enfant dont la mère avait disparu et qui se posait la question de où est-elle foutue le camp. Oui. Mais si j'ai choisi un enfant de 4 ans, et pas de 5, et pas de 6, c'est parce que jusqu'à 4 ans, en gros, la mort, les enfants n'en ont pas conscience. Ça va venir plus tard. Donc, si je joue le polar, la recherche, où est-elle foutu le camp, pourquoi est-elle partie, etc., il faut qu'elle ait 4 ans. Il ne faut pas qu'elle ait plus de 4 ans. Donc, c'était pas pour tout dire, regardez comme je suis malin, j'ai des films avec des enfants de 7-8 ans, ils sont formidables, mais à 4 ans aussi, hein, faites la même chose. Non, c'est juste que j'avais pas le choix. Parce que idéalement, c'était entre 2 et 4, mais ça ne pouvait pas dépasser 4. Alors, pas le deuil. Pas le deuil. Donc, cet enfant, c'est Victoire Tivisol, qui va remporter, je crois que c'est unique dans l'histoire, en tout cas du Festival de Venise, la Coupe Volpi de la meilleure actrice. Il y a eu un retour de la critique ou de gens qui vous ont attaqué sur le fait que de faire tourner cette histoire à une enfant de 4 ans, qu'en plus c'était n'importe quoi de donner un prix d'interprétation à une enfant, que puisque c'était une enfant, elle ne pouvait pas jouer. Comment vous avez vécu ça et quel regard vous portez là-dessus maintenant? Il y avait un jury, je l'ai su parce que certains sont venus me parler à l'oreille, moi qui ne les connaissais pas d'ailleurs. Je m'étais un peu embrouillé avec le président du jury quelques années plus tôt. Donc le président du jury, un certain Roman comment? Roman P. Oui, quelque chose comme ça. Vous avez raison, ça commence par un P, il me semble. Et ça finit par un I, enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Oui, correct. Oui, peut-être un I. Peu importe. Donc, je m'étais un petit peu emmêlé parce que sur un film précédent, de la faute d'un certain nombre de réalisateurs d'ailleurs, et moi j'étais responsable de rien comme d'habitude, on avait demandé, dans je ne sais quelle revue coopérative, j'imagine un film français, on avait demandé quels sont pour quel film voteriez-vous pour les Césars? Et pour n'ayant pas forcément grande amitié pour Polanski et pour l'emmerder, 8 sur 10 avaient répondu La drôlesse. Ce qui avait, enfin, c'était sympathique, mais ça n'avait aucun sens parce que d'un côté, il y avait un film qui avait fait 2 millions de spectateurs, ou 3 ou 4 ou 10, je ne sais pas très bien. Et moi, on a fait un petit film avec 3 sous, donc on ne met pas un poids lourd devant un poids léger. On prend le meilleur poids léger au monde et on prend un poids lourd médiocre. Là, je trouve que ce n'est pas un poids lourd médiocre, mais la question ne se posait pas. Et curieusement, dans la tête de Polanski, ah oui, voilà, Polanski. Dans la tête de Polanski. Comme ça nous revient soudainement. Oui, dans la tête de Polanski est venue l'idée que j'allais lui voler son César. Ah. Je ne suis pas un voleur, il doit y avoir aucune chance. Ça n'avait vraiment pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Donc, un peu pour être beau joueur, pour autant que je faisais partie du jeu, je fais partie du jeu. C'était juste, c'est partie des 4 films qui étaient choisis cette année-là. Bon. Je viens au Fouquet, je passe pour lui dire bravo. Et il pense, à tort évidemment, que je me moque de lui. Oui. À tort. Donc, voilà.
le début de l'embrouille. Le début de l'embrouille. 10 ans plus tard, le petit Roman. Le petit Roman a pensé, se souvenait que j'avais failli lui piquer son... et que je m'étais peut-être moqué de lui en venant le féliciter à la sortie de... Le petit Roman est rancunier. Le petit Roman est rancunier. Et donc, lui a dit tout de suite, pas question qu'on donne le... c'est le lion, oui, le lion d'or. J'aime beaucoup le film, mais pas question de le donner. Et je me suis dit, donc, le jury faisant bloc pour que le film ait un prix, la seule solution c'était de donner à l'enfant. Je me suis dit, mais déjà, la critique me tombe dessus, parce que je fais toi un enfant de 4 ans, donc qu'est-ce que ça va être si l'enfant n'a rien à foutre, c'est parce que c'est qu'un prix. Si l'enfant a le prix, alors je demande à Alain Sard d'essayer de dire à Roman, pas de prix du tout. Ça vaudra mieux pour la carrière du film. Je pense que producteur que vous partagez d'ailleurs. Que je partage. Alain Sard. Que je partage avec qui? Avec Polanski. Avec Polanski, oui, bien sûr. Donc comme il connaissait Polanski, il pouvait avoir Polanski en disant pas de prix du tout. Mais le jury voulait que le film ait le prix. Alors finalement, effectivement, ce que je pensais avec Dieu, à savoir qu'il a donné habilement le prix à l'enfant, et là, ça s'est déchaîné. Là. Ça s'est déchaîné parce que c'est épouvante de comment peut-on faire travailler, comment peut-on... on est juste un marionnettiste épouvantable avec un enfant de 4 ans, c'est quoi ce métier? Enfin, si ce métier c'est ça, alors qu'est-ce que c'est un métier répugnant? Voilà. Donc ils me sont tous tombés dessus et la sortie en France a été très très pénible. Alors d'autant plus que à Cannes, quelques mois plus tôt, il y avait eu, on avait donné le prix à Auteuil et un autiste. Oui, pour... Alors, tous ces gens qui sortaient du conservatoire et d'ailleurs pouvaient là pas se prononcer violemment contre le prix partagé avec l'autiste. Alors là, déjà pas mal remonté, quand c'est tombé tout sur la mort, voilà. Sans avoir vu le film, bien sûr. Et sans savoir comment le film s'était fait, je suis de voir le film pour imaginer comment le film s'est fait, évidemment. Alors oui, quelqu'un a dit trisomique, effectivement l'acteur était trisomique, et c'était le 8e jour de Jacob von Dormel. Alors ça part quand même, pardon, ça part de cette idée de méconnaissance grave qu'un enfant de 4 ans, en gros, n'a rien à la tronche, n'a pas de sentiments, et que si on le fait travailler, on est un marionnettiste et on en fait ce qu'on veut. C'est dans le meilleur des cas la pâte à modeler. Bon, si on sait un peu, si on a eu quelques enfants, si on a travaillé avec des enfants, si on n'est pas totalement débile, on sait très bien qu'il y a 4 ans, du coup des sentiments, ils en savent autant que nous. Sur l'abandon, sur l'amour, sur la jalousie, sur aligner tous les sentiments que vous voudrez, ils en savent autant que nous. Donc, avec Victoire, enfant intelligent de 4 ans, je lui ai raconté la scène, ce qu'il y avait dans la scène et quels sentiments il y avait à jouer. Quand je parlais des sentiments à jouer, bien entendu qu'elle comprenait ce qu'elle avait à jouer, qu'elle jouait en toute connaissance de cause. L'évidence, il faut vraiment être totalement arriéré pour penser le contraire. En fait, tous ces gens qui ont lu de Dolto à... finalement, en tant que critique, ou en tant que cinéaste, ou en tant que je ne sais quoi, vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est nier la force d'existence des enfants. C'est inouï. Je vous ai déjà posé la question dans un autre cadre, dans le cadre d'un documentaire que j'ai réalisé et que vous pourrez voir, j'en profite pour vous le dire, dimanche à 13h45. Je n'ai pas béqué, qui est admirable. Voilà, j'ai déjà un avis favorable, merci. Mais quel est votre point de vue par rapport à la responsabilité du cinéaste qui met des enfants dans la lumière le temps d'un film et qui après les renvoie à leur habitat naturel? Ça, je veux dire, c'est la seule responsabilité que j'accepte. À savoir que, effectivement, sortant d'un film où finalement ils ont
beaucoup d'années, mais où ils se sont beaucoup amusés. Parce que s'il n'y avait pas un désir assez fort, ces enfants ne finiraient pas le film, ne seraient pas pendant le film, et surtout, Victoire à 4 ans, si au bout de 2 semaines elle dit « j'en ai marre, je veux voir mes parents, je rentre chez moi », il y a un contrat qui l'arrête. C'est pas le contrat qu'on a signé avec les parents qui vaut grand-chose. On ne va pas retenir une enfant de 4 ans, c'est absurde. Donc, il faut que ça se passe bien et que l'enfant aille bien, parce que sinon, il fout le camp. On peut arrêter Samy Frey. Si on sort avec Samy Frey, j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il termine ou non le film. Il va le terminer, parce qu'il n'a pas le choix, parce que sinon, la production va se retourner contre lui, va lui faire un procès, il va avoir certainement à payer le coût du film. Bon, avec un enfant, la question ne se pose pas. C'est-à-dire, l'enfant, il s'en va, vous ne pouvez pas faire du procès, évidemment, heureusement, et donc vous vous trouvez avec le film à payer. Et par parenthèse, j'ai eu la chance de faire ce film grâce à Alain Sade, grâce à Canal+, etc. Mais on m'a quand même fait signer par parenthèse un petit papier à la veille du tournage, pas à la veille du tournage, 2 jours après le tournage à la cantine, pour bien me préciser que j'étais devenu producteur exécutif du film et que donc j'étais responsable de tout. De la bonne fin. De la bonne fin du film. Autrement dit, si le film se terminait au bout de 3 semaines ou 4 semaines, c'était pour vous. Je disparaissais sous la table et je ne vois pas très bien comment j'aurais pu payer cette enfin, ça c'est une parenthèse. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, on parlait de la responsabilité, mais je pense que vous avez... Alors si, la responsabilité, c'est que, et ça, on l'a quasi à chaque fois, ils sont entre leurs parents avec qui ils s'ennuient pas mal, ce qui est assez normal, mais pas toujours, et avec une école qui ne leur demande pas grand-chose, si ce n'est rien du tout. Encore que, effectivement, essayer de ne pas se passer la marge et être à l'intérieur de la ligne pour mettre la couleur souhaitée, c'est peut-être pas rien. Mais le retour est toujours difficile. Voilà. Donc on peut vous dire, c'est pas bien parce que quand ils ont terminé votre film, ils ne sont pas foutus d'aller avec le matériel et de prendre du plaisir. Alors ça, oui, là, je suis coupable. Mais pour le reste, quand on fait 12 semaines avec les siestes et avec surtout les qualités incroyables de fantaisie de Victoire, moi je suis à moitié mourant, parce que 12 semaines, c'est 12 semaines, c'est un tournage, et Victoire, elle était en pleine elle reste resplendissante. Donc elle repasse chez ses parents, qui est contente de le retrouver évidemment, mais l'école. Donc il a fallu pendant 2 ans la suivre, la faire changer d'école, lui faire trouver une école aussi, quand elle a eu 6 ans, où l'anglais était une langue d'apprentissage, et là, elle a refait surface. Mais ça, c'est la seule et vraie responsabilité que je peux endosser, mais que les écoles demandent un peu plus aux élèves et leur demandent davantage. C'est facile à dire, c'est pas simple, mais dans tous les cas, c'est facile, c'est plus facile sur les enfants qui ont tendance à s'ennuyer souvent dans leur vie quotidienne, et si on leur propose un film, ça leur demande des efforts, mais s'ils les a bien choisis et sur une qualité grande pour pouvoir tenir le coup et faire un film et prendre du plaisir, alors effectivement, on est fautif de les avoir intéressés à ce point. Comment vous avez travaillé avec Caroline Champetier, donc la directrice de la photo sur ce film? Je crois que l'idée, c'était de mettre la caméra à hauteur d'enfant. Et non, donc, là aussi, la responsabilité, c'est le dos cassé qu'elle a eu en fin de tournage. Est-ce que j'en suis pas un peu responsable? Oui, sans aucun doute. Non. Ce qui était formidable sur ce film, c'était qu'on ne pouvait pas, avec tous ces enfants, parce qu'il n'y a pas seulement Victoire, et tous ces enfants, il y avait obligation que toute l'équipe occupe un poste et soit des assistants du film. Je n'aurais pas pu faire un film tout seul. Donc, Mathias allait tripoter le nagra, l'ingénieur du son, la caméra, tout le monde
tous les enfants voulaient savoir comment ça marchait, sur la petite chose, etc. Donc il fallait que l'équipe soit non seulement extrêmement bienveillante, mais soit plus bienveillante pour vraiment faire en sorte que les enfants puissent se balader entre nous tous et que c'était une équipe qui faisait le film et je n'étais pas tout seul en tête de liste parce que tout seul, je n'aurais pas fait de poids. Je ne sais pas quel regard vous portez sur vos films des années après, mais là, de revoir le film et ce passage qu'on a diffusé l'autre soir à la cérémonie d'ouverture avec Marie Trintignant, c'est assez poignant, assez troublant. Ouais. D'autant qu'elle était enceinte de son dernier film, de son dernier enfant. De son dernier enfant. Donc oui, c'est un cauchemar le film, parce qu'à la longue, ça devient des fragments de cimetière. Donc, oui, que dire, que faire. Moi, je les revois jamais, mais c'est une raison supplémentaire aujourd'hui pour ne plus jamais les revoir. Plus jamais les revoir. Encore que, j'ai eu une fois un film qui était à Troyes, j'étais obligé parce qu'il y avait eu restauration du film, et donc je savais que c'était quand même être un enfant gâté que de dire non, je ne revois jamais le film. J'avais travaillé comme des chiens pendant des semaines en dépensant des fortunes, je voulais acheter des films, et j'avais une copine magnifique, j'ai eu beaucoup de mal à voir le film, pendant 3 quarts d'heure, j'étais tétanisé. Puis après, j'ai commencé à voir l'enfant, qui est morte 4 ans après le film, une saloperie de leucémie. Et j'ai commencé à voir l'enfant, et l'enfant était là, donc qu'est-ce que c'était formidable pour moi. Et puis après, un peu plus d'une heure, je voyais l'enfant, et je commençais à voir un peu le film. Et j'ai vu, je dirais, la dernière demi-heure du film. J'ai pensé que ça tenait un peu le coup, donc ça n'a pas été aussi désagréable que ça. De là en voir d'autres, oubliez. Non, merci. Enfin, nous arrivons à Raja, le dernier des films présentés ici au Festival du film francophone d'Angoulême, un film qui est réalisé en 2003 avec Pascal Grégory et Najat Ben Salem, qui a reçu 2 prix à Venise, je crois. À Venise et à Marrakech. Pardon, à Venise et à Marrakech, oui, Najat. Décidément, vous portez chance à vos actrices. Oui, mais ça me plaît bien, ça. Je me fous assez des prix, mais quand on les donne à des acteurs, aux acteurs du film, ça me plaît infiniment, évidemment, parce qu'on a travaillé ensemble. Donc, après tout, comme sur une affiche où en très gros, les autres acteurs, et en plus petit, s'il y a encore là, le nom de réalisateur, voilà, c'est bien. Et puis, je n'ai pas monté sur scène, donc ça vous convient parfaitement. Parce que la montée sur scène est vraiment très très compliquée pour moi. Parce que quand j'étais encore un élève studieux, c'est-à-dire entre 6 ans et 10 ans, après c'est pareil en coude, entre 6 ans et 10 ans, j'étais premier ou deuxième, mais le plus souvent premier. Et donc, j'étais content de ça, parce que je pense que j'avais peur de mes instituts, un petit peu peur de mes parents, même moins. Et je pense que mon frère aussi, étant plutôt 3/4e, le fait d'être premier deuxième juste pour le faire chier, m'intéressait quand même assez. Donc j'avais de bonnes raisons d'être premier, voire deuxième. En fait, vous avez le même rapport avec votre frère que les enfants d'un sac de billes, apparemment. C'était plus terrible que ça. Et tous les ans, il fallait... J'étais appelé pour aller chercher les 3-4 livres qui étaient empaquetés dans un joli ruban rouge. Et c'était un calvaire pour moi. Donc ça m'a jamais quitté. Donc cette idée de monter sur scène, ça c'est vu là, ça se voit à chaque fois. Ne me demandez pas de monter sur scène. Là déjà, il y a une petite estrade. Si on aurait dû s'installer devant, là, on aurait été mieux. On est bien assis quand même, les fauteuils sont confortables. On est au-dessus. On en refera une et on se rapprochera. Oui, en dessous.
Parlons un peu de Raja, parce qu'après, à un moment, il va falloir qu'on vous quitte, parce qu'on a un film à aller présenter, un de vos films à aller présenter au CGR. Ouais, Comment est née l'idée de cette histoire qui, de l'extérieur, on peut penser que c'est moins un film sur l'enfance parce que qu'un film quand même sur la passion. Oui, bien sûr. Là, c'est le choix de Dominique, disant je voudrais que ce soit Raja. Alors c'est assez curieux parce qu'on parlait d'enfance. J'ai fait d'autres films avec des enfants. Oui, et là, la fille de 15 ans. Tout à coup, on a un film, avec une fille de 17 ans. Donc là, on n'est plus tout dans l'enfance. Mais en même temps, vous commencez le film sur un jeu, et où elle est. Et je me suis dit, c'est peut-être ça la clé. Vous la présentez comme encore une enfant. Oui, c'est une enfant qui a un petit peu à l'égal de Gérald Thomasin, qui a une enfance de cauchemar et qui, à 17 ans, a vécu des choses horribles et épouvantables et qui, malgré tout, est aussi, à certains moments, une enfant bien entendue. Donc, ce film était un peu compliqué parce que, dans la mesure où on montrait des rapports d'un blanc un peu friqué avec une marocaine des rues, bien entendu, j'étais taxé de néocolonialiste, toute la gauche m'est tombée dessus. J'étais vraiment un salopard, que je suis peut-être d'ailleurs. Non, en même temps, vous montrez quelque chose qui semble assez oui, réaliste. Le fait de le faire en Afrique, même si c'est réaliste, même si c'est vrai, même si j'ai vu ces histoires-là, plutôt à Marrakech entre des garçons. Transposer ça avec une fille. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de drame, c'est la même chose. Des relations qui partaient sur des bases d'argent entre des blancs friqués et des jeunes marocains, et qui se transformaient quelquefois en rapports sentimentaux. J'ai vu ça quelques fois. Donc, c'était facile de l'écrire. Voilà. Comment ça s'est passé le tournage avec Najat? Parce qu'elle parle un peu français, mais ou alors non, elle ne parle pas du tout français. Pas du tout, donc elle parle pas du français. Voilà. Mais donc, ça, et vous me disiez tout à l'heure, on avait cette conversation avant d'arriver ici, qu'on vous avait proposé un remake au Japon d'un de vos films et que vous aviez refusé parce que vous disiez que vous semblait incapable de travailler avec des enfants si vous ne pouviez pas utiliser la parole pour les diriger. Donc là, comment ça s'est passé? Puisque là, il y avait cette barrière. Oui, mais c'est une barrière qui... si vous considérez le cinéma comme un machin un peu musical, c'est pas une barrière. Autant avec un enfant de 4 ans, là, ça me semblait vraiment très difficile de pas dialoguer en direct. Donc, le petit enfant japonais de 4 ans, la question ne se posait pas. Là, j'avais une traductrice, une Marocaine, qui parlait parfaitement français, et je passais par elle, on était à 3, et je demandais à Nedjet, je disais, voilà ce qui est écrit en français, ce qui est écrit dans le script, la traductrice traduisait, et la question était, et toi, ça, dans cette langue infiniment plus imagée que la langue française, comment tu le dirais? Alors, elle faisait 2-3 propositions. Et moi, j'ai essayé d'en virer une, disons, il en restait 2. J'ai dit, toi, qu'est-ce que je dirais plus volontiers? C'est la première que je dirais plus volontiers. Donc, en fait, j'ai besoin d'une traductrice à chaque fois que je m'approche d'elle pour pouvoir lui dire ce qui me semblait. Mais ces scènes où elle parle pas français, évidemment, qui sont en langue arabe particulière de Marrakech, des rues de Marrakech, je ne suis pas certain qu'en voyeur, on parlera très bien. Moi, j'avais les sous-titres, puisque c'était les dialogues plus imagés du film. Donc, ça ne posait pas de problème. C'était de même que j'ai fait un court-métrage en Allemagne, dans cette langue que je ne connais pas, mais j'avais les sous-titres. Il faut simplement avoir un tout petit peu la musique de la langue, voilà. C'est-à-dire que directement tourner demain en islandais ou en espagnol, j'aurais un peu du mal encore que l'espagnol, peut-être que j'ai un peu la musique. Mais si vous avez un peu la musique de l'arabe que j'avais pour avoir vécu
de temps en temps au Maroc, c'est pas un souci, c'est encore plus musical. Voilà. Vous travaillez encore plus comme un musicien. S'il y avait eu une place pour un 7e film dans cette petite rétrospective, dans ce focus, lequel auriez-vous choisi? Avec enfant, donc. Oui. Je ne sais pas s'il reste avec enfant. Il reste Petit Frère, il reste... Le jeune Werther, la fille de 15 ans. Le jeune Werther, fille de 15 ans, on est déjà à 15 ans, je ne sais pas si vous parlez encore d'enfance, oui. Peut-être le jeune Werther, mais plutôt le jeune Werther. Y a-t-il quelques questions dans la salle avant que nous vous quittions? Je sais que vous êtes toujours très attentif et pas spécialement, ou plutôt envie de poser des questions en tête-à-tête après. Alors, on va peut-être profiter de ce temps qui nous reste encore. On a à peine 10 minutes, donc on va devoir se rendre à la salle de projection. Jacques Vaillant, merci encore, merci d'être avec nous, merci d'être venu présenter vos films, et merci pour ce moment partagé.